les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Du coup, le partenariat avec le CHRD continue sur cette thématique des résistances de femmes, des collectifs dans un contexte politique. Et que du coup, pour nous, quand on a vu le thème de recherche de Maëlle, on s'est dit que c'était l'occasion de se rejoindre vraiment. Et donc avec Anna Benito, Alizé Bingelu, donc nous vous proposons de nous... En fait, le principe, c'est de s'insérer à l'intérieur du travail de recherche que vous présente Maëlle Mougendre. Et pour nous, on est très, très heureuse de découvrir complètement ton travail au-delà des textes que tu nous as proposés. Merci beaucoup. Très bien, on va commencer. Alors, merci déjà de l'invitation, parce que moi, je suis ravie d'être là. En plus, j'ai rarement l'habitude de présenter mon travail dans le sud-est de la France. Donc, voilà, là, c'est super de pouvoir en parler. Et ce format-là qu'on va expérimenter, alors du coup, on s'excuse s'il y a des petits couacs de passage de parole, etc., parce qu'on s'est retrouvés il y a 1 heure pour tout mettre au point. Donc voilà, il y aura peut-être des petits couacs, mais je trouve que c'est super de pouvoir faire entendre en fait les témoignages des femmes que moi j'ai eu la chance d'interviewer, plutôt que ce soit moi qui vous le lise, que ce soit pris en charge et rendu audible par des comédiennes. L'objectif, moi, de mon travail, ça va être de vous rendre visible en fait les parcours féminins méconnus, notamment ceux des femmes espagnoles réfugiées après la guerre d'Espagne, celles qui sont arrivées en France et comment elles ont été prises en charge par l'administration française, et du coup d'interroger aussi la notion de résistance à la lumière du vécu de ces femmes réfugiées. Donc pour pas qu'il y ait en fait, pour qu'on se comprenne bien, je ne parlerai pas des femmes dans la résistance, mais je parlerai de leur modalité de résistance à elles au sein du cadre administratif dans lequel elles ont été prises en charge entre 1939 et 1942. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de ces femmes-là, de qui on parle et en fait de ce qu'elles ont vécu en France. Ensuite, précisément quelle est la prise en charge étatique de ces femmes réfugiées, qui sont un petit peu moins de 100 000 à arriver en France. Et en fait, comment est-ce qu'elles résistent à ce cadre coercitif en fait qui va leur être imposé. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va avancer ensemble. Du coup, c'est une recherche que j'ai menée en histoire à l'Université de Toulouse entre 2008 et 2013. Voilà, et en fait, j'ai eu envie de rendre visibles les trajectoires de ces femmes réfugiées après avoir fait un travail de master sur un camp d'internement qui s'appelle le camp du Vernet en Ariège, qui avait essentiellement interné des hommes plutôt anarchistes pour la majorité d'entre eux. Et il se trouve que en étudiant ce camp-là, je me suis rendu compte qu'il y avait 1 ou 2 femmes qui étaient internées dans ce camp-là parce qu'elles s'étaient déguisées en hommes pour ne pas perdre le lien avec leurs compagnons. Et je me suis interrogée à savoir pourquoi est-ce qu'on connaissait si peu l'histoire de ces femmes dans ce grand mouvement de migration qu'on appelle la retirada, qui est donc ce qui veut dire en espagnol la retraite militaire. Alors du coup, c'est évidemment un terme erroné parce que on va voir justement du fait des personnes qui m'intéressent là que ce ne sont pas que des militaires qui ont traversé la frontière pyrénéenne, loin de là. Et donc l'idée de ce travail de thèse, c'était de retracer un petit peu ce parcours de femmes quand elles sont prises en charge par l'administration française, parce qu'au fur et à mesure, petit à petit, après, elles vont trouver des manières en fait de vivre par elles-mêmes en dehors du cadre administratif. Donc il faut savoir que la guerre d'Espagne, qui commence dès 1936, en fait, elle va mettre aux prises 2 grands camps qu'on va appeler le camp nationaliste et le camp plutôt républicain. Dans ce camp républicain, progressif de gauche, etc., en fait, on va retrouver plein plein d'orientations politiques différentes. Ça va des anarchistes aux communistes, aux socialistes, aux indépendantistes catalans, etc. Mais bon, c'est le camp qu'on va appeler le camp républicain. La guerre d'Espagne, elle dure 2 ans et demi, et au fur et à mesure, en fait, le camp franquiste, le camp nationaliste va prendre plus ou moins, va gagner du terrain petit à petit. Et donc, les civils et aussi les militaires qui se battent du côté des républicains vont progressivement devoir se rapatrier dans certaines zones espagnoles et aussi en France. Donc, on va déjà avoir des exils qui seront des exils intérieurs et aussi en France qui vont arriver dès 1937 au fur et à mesure des vagues d'avancées franquistes de l'armée franquiste. Donc il y a un accueil en France des réfugiés espagnols dès 1937. Ça va être un accueil plutôt plus autour des civils qui vont fuir et qui vont ensuite pouvoir être rapatriés en Espagne du côté
qui les intéresse le plus, côté nationaliste ou côté républicain. Mais moi, le moment historique qui m'intéresse plus, c'est donc cette grande vague d'arrivée à partir du moment où, à la fin de janvier 1939, en fait, la Catalogne va tomber sous les bombardements franquistes, et donc il va y avoir une énorme arrivée de réfugiés espagnols sur la frontière pyrénéenne. On parle d'un demi-million de personnes qui, en 2-3 semaines, vont passer la frontière. C'est énorme, c'est un énorme défi. Et en plus, ces réfugiés, ils vont arriver dans un moment politique où, en fait, on est sur vraiment la queue de la comète du Front populaire. On n'est vraiment plus dans une idée de progression sociale et aussi de prise en charge de ces réfugiés, mais plutôt dans l'idée de ne pas les accueillir. Donc moi, je parle à ce moment-là, c'est le gouvernement Daladier qui est au pouvoir, et en fait, on va vraiment parler d'asile récalcitrant. Les premières idées, quand ça discute au gouvernement de ce qu'on peut faire de ces réfugiés, c'est se dire pourquoi on les enverrait pas sur une île, ou pourquoi est-ce que vraiment on n'a pas du tout envie de les accueillir. Et en plus, s'il y a des préparatifs qui sont mis en place, notamment des préparatifs militaires, parce qu'en plus on a peur que les militaires arrivent en France armés, etc. L'idée, c'est de pas du tout montrer qu'on est prêt à les accueillir. Donc, en fait, c'est un accueil un peu catastrophique et qui est voulu. Clairement, le gouvernement Daladier, le ministre de l'Intérieur Albert Sarraut, il dit lui-même, en fait, l'idée, c'est de mal les accueillir pour qu'ils restent le moins longtemps possible. Donc on va vraiment parler d'asile récalcitrant. L'idée, c'est de faire des barrages militaires, de faire un tri, d'identifier les personnes. C'est vraiment un accueil policier, un non-accueil en fait. Et ensuite, petit à petit, en fait, les réfugiés, ils vont suivre différentes étapes de prise en charge pendant plusieurs mois, en 1939, notamment de janvier à septembre, à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La première étape, ça va du coup être le passage de la frontière. Alors ça se fait dans des conditions qui sont dantesques. C'est fin janvier, les conditions climatiques sont catastrophiques. On parle de populations qui ont vécu déjà 2 mois et demi de guerre, sans compter les dictatures préalables, etc. Enfin, l'Espagne est un bouillon politique en fait depuis le début du XXe siècle. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées, et on a des populations qui sont dans une grande précarité physique, morale, etc. Et donc il y a au début le passage de la frontière, et ce passage il se fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que le gouvernement français au début il n'est pas prêt à laisser passer en fait les militaires. Il va laisser passer ce qu'il appelle les civils. Et on va voir tout de suite qu'il va y avoir un traitement un peu genré, en fait une catégorisation, c'est-à-dire que tous les hommes qui sont en âge de porter des armes, qui ont plus de 16 ans, en fait on va les considérer comme des militaires, même si certains n'ont jamais participé au combat. À l'inverse, des femmes qui, elles, auront pu prendre part au combat, parce qu'en fait, en 1936, les femmes, elles pouvaient aller sur le front, elles vont être considérées comme des victimes et comme des civils, elles ne vont pas être considérées comme des militaires. Donc on a vraiment un traitement déjà qui est extrêmement genré, et ça va jouer sur beaucoup de trajectoires en fait de familles, enfin de femmes, d'enfants, etc. Donc on va commencer par écouter un petit peu comment ça s'est passé pour certaines des femmes que moi j'ai interviewées, notamment Placida dans un premier temps. Nous arrivons en France au Pertu. Là, on n'en pouvait plus. Alors quand on a passé la frontière, on s'est trompé de chemin. Et il a fallu redescendre une montagne parce qu'il fallait suivre la rivière et non pas la monter. On marchait, on n'en pouvait plus et on n'avait pas mangé. On avait du jambon, mais on ne pouvait pas s'arrêter pour couper un peu de jambon. Ce qu'on mangeait, c'était des pois chiches crus, jusqu'à ce qu'ils fondent dans la bouche. Ça nous faisait passer le temps. Mais ça a duré pas longtemps quand même, le temps de passer la frontière. On a couché dans un truc de mouton. Je sais pas combien de jours on a passé là. Et arrivé au Pertu, on nous a donné le café au lait. Qu'est-ce qu'il était bon, ce café au lait. Vous pouvez pas vous imaginer. On nous a donné du café au lait, on nous a donné des chaussures, et voilà. Et on nous emmène dans un train, direction Mauriac. On a aussi le témoignage de Sarah. Quand je suis sortie de Barcelone, c'était le 25 janvier, et nous avons marché pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à arriver à la Jonquera. Parce qu'on nous avait dit que la 26e division, il se trouvait à Figueras. On s'est dit, on va y aller et on les aidera. En tant que brancardière, on participera. Jamais de la vie, on pensait entrer en France. Mais tout le monde passait, militaires, tanks, camions, gens, et tout le monde disait, les fascistes sont entrés à Barcelone, on ne peut pas aller en arrière. Alors, on a décidé de rentrer en France, mais on ne savait pas où on allait aboutir.
on est allé aboutir au Perthus. Mais on ne savait pas qu'on allait là, parce que nous, on ne connaissait pas la géographie française. Nous étions 21 camarades. Il y en avait une qui avait un bébé qui s'appelait Germinal, qui avait que 8 ou 9 mois, je ne sais pas. Alors, on lui a servi de berceau, chacune son tour. On a passé toute la nuit en marchant au bord de la route. Et de temps en temps, on s'appelait, on était en file indienne pour pas se perdre, parce qu'on n'y voyait pas. On croyait qu'on était toutes seules. Et quand le jour s'est levé, on a vu qu'il y avait du monde, du monde, du monde. Quand on est passé de l'autre côté, on s'est dit, ouf, on est libéré au moins des fascistes et des bombes. Et on s'est assise par terre, parce que c'était tard dans la nuit déjà. Il faut savoir qu'en quelques jours, à partir du 27 janvier 1939, la frontière, elle est à ce moment-là officiellement ouverte pour les civils. Il y a environ 210 000 personnes qui vont passer en quelques jours sur la frontière est des Pyrénées, de manière un peu soit chacun par les routes quand elles sont encore praticables, ou alors en passant par des chemins de montagne, etc., où les gens se perdent. Et effectivement, les réfugiés espagnols, ils n'arrivent pas en se disant on va passer 3 ans en France, ça va être cool, et en fait après on verra ce que fait Franco. En fait, ils arrivent parce qu'en fait ils sont acculés, qu'ils fuient essentiellement les combats. C'est pas que des républicains qui arrivent, c'est aussi des populations qui juste n'ont pas envie de mourir sous les bombes. Ils fuient les combats, mais pour les républicains, pour le camp républicain, l'idée c'est d'arriver dans un pays qui est la République amie. Alors amie, aurait pu les aider un peu plus, mais à leur sens, mais qui, bon, quand même, est plutôt république amie, normalement. Et en fait, que là, ils vont pouvoir se reposer, se réarmer et repartir au combat. À aucun moment, il y a l'idée de venir séjourner longuement en France. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on va avoir des premières difficultés, parce que du coup, le gouvernement français, quand il laisse passer les civils, c'est qu'il y a une pression aussi de la population française, et notamment des soutiens du camp républicain, de la gauche française, des syndicats, pour dire en fait là, c'est inhumain ce que vous êtes en train de faire, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Donc ils ouvrent d'abord de manière humanitaire aux civils, mais les militaires, pour l'instant, ils passent pas. C'est que début février, à partir de 5 février, qu'en fait, ils vont faire passer les militaires. Ce qui veut dire qu'on a des familles entières qui sont parties de villages, de Catalogne, etc., avec des réfugiés qui sont partis avec leur père, etc. Mais parce que ce sont des hommes, ils ne passeront pas, alors même qu'ils sont trop vieux, qu'ils n'ont pas participé au combat. Et c'est là qu'on a des premières séparations familiales qui vont durer pour certains jusqu'à plusieurs mois, voire toute une vie. Et c'est à ce moment-là qu'on entend le témoignage de Rose. Et là, on part à l'aventure. Bon, c'est moche de le dire, mais vu mon âge, il y avait un côté que ça me plaisait. On est parti avec mon père, ma mère, Pilar et d'autres familles. On est parti et on a marché pendant 2 jours. Comme il y avait l'aviation qui bombardait les gens, pendant 2 jours, on marchait la nuit et on se cachait dans la journée. Et au bout de 2 jours, on est arrivé au Perthus. C'était le 31 janvier. 2 jours de marche, ça fait beaucoup. Et puis, on a tout perdu, le peu qu'on avait pris à la maison. À mesure qu'on était fatigué, on laissait des paquets. Donc, on est arrivé au Perthus, les mains dans les poches. On n'avait rien. On avait pris une valise, mais comme c'était la nuit, on s'est trompé. Quand il a fait jour, on a pris la valise à quelqu'un d'autre. On est vraiment rentré en France sans rien. Et c'est là qu'on a perdu la trace de mon père. Et mon père, avant de nous quitter, puisqu'on laissait passer que les femmes et les enfants, et mon père m'a dit « Écoute, Rose, occupe-toi surtout de ta mère et de Pilar. Ne les laisse pas. Et demain matin, viens. Demain matin, on ouvrira les portes de la frontière. On laissera passer tout le monde. Donc demain matin, de bonne heure, sois ici. Et quand ils vont laisser passer tout le monde, tu surveilles. Puis bon, on se retrouvera. Et puis après, on se quittera plus. » Malheureusement, moi, le lendemain matin, j'ai fait comme ça. J'étais au pied de la frontière. Je surveillais. Et j'ai pas vu. J'ai pas vu mon père. Et l'après-midi, en début d'après-midi, les gendarmes sont venus, ils nous ont pris. Il faut savoir que Rose, elle ne reverra pas son père. Il va être ensuite interné, puis il va entrer dans une compagnie de travailleurs étrangers et il va mourir dans un chantier, donc elle ne reverra pas son père. Et ça ne sera sûrement pas la seule, je pense. Passe la frontière, les civils passent la frontière. On estime qu'il y a environ 90 000 femmes, du coup, qui vont passer la frontière à ce moment-là. Et en fait, on va voir tout de suite l'impact des représentations sur l'accueil dès la deuxième étape, qui va être en fait ces espaces de transit. Donc, notamment dans le secteur de la Cerdagne, en fait, les municipalités vont
réquisitionné plein d'espaces en fait pour prendre en charge temporairement ces réfugiés. Et donc les femmes et les enfants, on va les mettre dans des espaces couverts. Les écoles sont réquisitionnées, enfin, tout ce qui peut être un petit peu couvert, les maisons, les mairies. Et les hommes, en fait, on va les mettre dans des champs. Sous la neige, ils vont devoir attendre et ils vont être déjà parqués dans des champs entourés de barbelés en attendant qu'on fasse quelque chose d'autre d'eux. Et en fait, c'est là qu'il y a déjà, en fait, c'est là que l'impact des représentations est important parce qu'il faut savoir que la guerre d'Espagne, c'est un des premiers conflits qui a été extrêmement médiatisé. On a des informations, des actualités cinématographiques en France, etc. Donc on a beaucoup. Et puis c'est un conflit qui est très très politique à une époque où en fait vraiment c'est important pour voilà, beaucoup de pays. Donc on a vraiment des combats politiques très très forts. Donc de fait, en France aussi, tout le monde prend plus ou moins parti pour un camp ou pour un autre. Et donc, en fait, on va aussi instrumentaliser les images, et notamment les images des civils et des femmes, pour pouvoir faciliter l'armement de l'Espagne, etc. Les forces de gauche en France et les forces de gauche en Espagne vont dire « Regardez, ces femmes, ce sont des pauvres victimes de la barbarie fasciste, aidez-nous, envoyez des armes à l'Espagne, etc. » Donc c'est un peu avec cette première idée-là que les réfugiés vont arriver. En tout cas, c'est la représentation plutôt à gauche qu'on va avoir en France. Mais à l'inverse, il y a eu tout un travail aussi des forces de droite et des forces réactionnaires pour dire, mais en fait, ce sont des rouges sanguinaires, le camp républicain. En fait, ils incendient les églises, ce qui n'est pas faux, mais pas que. En fait, ils ont un projet politique, mais ça, c'est pas ce qui est vu. C'est qu'en fait, ce sont des personnes, des dangereux révolutionnaires, sanguinaires, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement caricaturé. Et vraiment, il y a un impact très fort des représentations. Et on le reverra dans certains témoignages. En fait, les femmes elles-mêmes racontent en fait comment elles sont perçues et comment elles sont perçues lorsque les Français les accueillent. Mais dans tous les cas, c'est des visions extrêmement manichéennes et performatives parce qu'en fait, ça va avoir une incidence sur la manière dont elles sont prises en charge dès leur arrivée en France. Et ça va avoir une incidence aussi petit à petit dans la chronologie de la prise en charge, parce qu'au début, ce sont des femmes victimes, mais à partir du moment où il va y avoir la Seconde Guerre mondiale qui va se déclencher sur le sol français, en fait, elles vont progressivement se transformer, même si ce ne sont que des femmes et qu'elles ne sont pas considérées comme pouvant être politisées ou dangereuses. En fait, elles vont progressivement devenir indésirables. Donc ça, on va retravailler là-dessus petit à petit. La troisième étape, une fois qu'elles ont passé ces sas, ces espaces de transit qui sont extrêmement variables, en fait, elles vont être envoyées, pour les femmes et les enfants, dans la majorité des cas, ils vont être envoyés en train, en fait, dans des trains avec des wagons à bestiaux, dans plein de départements de correspondance qui auront été recensés en amont dès 1937, en fait, par les préfets. Et donc, en gros, les départements de correspondance, c'est là qu'on va mettre en place des centres d'hébergement. C'est dans ces espaces-là que les femmes et les enfants vont être pris en charge pendant plusieurs mois. Ces centres d'hébergement, il y en a partout en France, dans plus de 70 départements. En gros, partout, sauf dans les départements qui sont frontaliers des autres pays et la région parisienne. Et encore, il y en a. Et donc, ces réfugiés sont envoyés sans qu'on leur dise comment, ni pourquoi, ni à quel moment. Elles vont être dispersées dans ce qu'on va appeler des départements de correspondance. Et c'est là qu'on va entendre Antonia. On est parti le 14 janvier 1939. Nous sommes allés jusqu'à Barcelone. On ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et ensuite, de Barcelone, on est allé aussi en train jusqu'à Gerona. À partir de Gerona, on est allé, comme on a pu, jusqu'à Portbou. On n'a pas passé la montagne, on est allé par le train. Et dès qu'ils ont ouvert pour les enfants et les femmes, on est passé les tout premiers. Nous, on a passé à Cervere. C'était pour mon anniversaire, il y a des dates qui restent comme ça. On nous a mis dans un train. On est resté, je crois, 2 jours, je ne saurais pas dire combien de temps. On a traversé toute la France. On passait dans les villes la nuit pour que personne ne nous voie. Et nous sommes arrivés à Château-Thierry. Alors, dans chaque endroit, on a compris après, dans chaque endroit, il laissait des wagons. Vous voyez, à travers la France. Mais je ne saurais pas vous dire où. Je me rappelle d'avoir traversé Toulouse. Et nous sommes arrivés les derniers presque à Château-Thierry, dans l'Aisne. Il faisait un froid de canard. Alors, sur la route, quand même, on nous donnait des sandwichs et tout ça. Et nous sommes arrivés à la gare de Château-Thierry, il y avait de la neige et on était tous à moitié nus, à moitié malades, car on s'était tous empiffrés de pain, parce qu'on avait faim. Oui, on avait faim. Et alors là, on a attendu pas mal de temps à la gare. On était à peu près 100 ou 150, on était. Les cheminots nous ont fait rentrer quand même dans une salle, mais personne pour nous recevoir.
Alors ensuite, il y a eu des camions, ça je me rappelle comme si c'était maintenant, des camions, des transports de bétail, vous savez. On nous a mis là et on nous a amenés au camp qui était, je me rappelle, un vieux garage dépôt de champagne délabré, abandonné quoi. Alors là, il y avait des lits comme pour les hôpitaux avec une paillasse et c'est tout. Il y avait 5 ou 6 pièces, on nous a fourrés là-bas comme on a pu et on nous a vaccinés tout de suite, comme les moutons, avec le même truc tout le monde, sans savoir si on était en état d'être vaccinés ou n'importe. Moi et mon petit frère, on a été amenés à l'hôpital. Nous étions pleins de gales avec des poux. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien. Alors là, j'ai été reçue par une sœur qui m'a dit que j'étais une rouge et j'en faisais partie. Bon, enfin, je comprenais plus ou moins qu'on avait tué des sœurs et tout ça. Alors je me suis rebiffée, je lui ai dit que c'était le contraire, que nous, on n'avait tué personne, que justement c'était les curés qui nous tuaient à nous. Alors elle m'a dit, venez avec moi. Je l'ai suivie, je me suis dit, où est-ce qu'elle m'amène celle-là? Parce qu'elle m'a fait descendre dans les sous-sols. J'ai dit, elle va pas me tuer celle-là. Et au fait, elle m'a amenée dans un endroit où il y avait des baignoires vilaines, et là, elle m'a fait quand même ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle m'a brossée toute nue dans une eau avec du soufre. Elle m'a frotté avec une brosse en chien de dents, j'ai pas bronché. Elle m'a mis un linge propre, et puis elle m'a mis au lit. J'étais dans la salle avec des gens très gentils. Et là, après, le docteur est passé, et comme c'était tout infecté, des gros boutons pleins de pus, j'ai gardé les cicatrices. On va entendre aussi Luce qui nous raconte son arrivée. 1939 est arrivé. On est partis vraiment les derniers de Barcelone. Nous sommes partis le 31 et 1 heure après que nous soyons partis, notre rue était prise par les fascistes. On est monté dans un camion, ça a été la fuite, quoi. Le camion bondait, bien sûr, les gens sur la route se jetaient sur le camion. Mais comment leur dire non, c'était pas possible. J'ai dit à ma mère, je veux prendre une poupée. Non, il n'y a pas de place pour une poupée, même pour une poupée. Et donc, on est arrivé à la frontière des Portbou, et là, on nous a séparés. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes d'un autre côté. Nous, on a été envoyés dans un tout petit village à côté de Brive-la-Gaillarde, dans un couvent. C'était un couvent où il y avait des malades mentaux et le directeur, qui était très sympa, il a coupé le couvent en 2 parce que c'était très grand. Donc, les malades d'un côté et les réfugiés de l'autre. Et dans la cour, c'est pareil. Ils ont fait une petite muraille dans la cour. Je me rappelle que je montais sur le banc et que sur le banc, je parlais de l'autre côté avec les enfants malades. Et là, on est resté 11 mois. Là, ça a été l'acharnement pour se retrouver, les familles. Je ne sais pas comment ils faisaient dans leur refuge, mais ils se débrouillaient pour trouver les noms de cons et il y avait un courrier monumental, jusqu'à ce que finalement, les gens se retrouvent. Moi, c'est mon père qui nous a retrouvés. Il nous a retrouvés une fois qu'il est sorti, qu'il s'est taillé d'Argelès. Je me souviens très bien. C'est les bonnes sœurs qui nous ont accueillis, les religieuses. Alors évidemment, tu parles, dans cet endroit, il n'y avait que des anarchistes, des femmes. Alors les enfants, imagine-toi, on était révoltés, on était montés contre la religion, on était des petits militants. Alors être reçus comme ça par des religieuses, quelle honte, tu vois. Et elles trouvaient que ma sœur et moi, on était assez rébarbatifs, et elles ont fait une exception avec nous. Elles nous ont pris à part, elles nous ont offert à ma sœur un chapelet en or et à moi un chapelet en argent, et elles nous ont fait la morale. On ne comprenait pas le français, mais on a compris ce que ça voulait dire, hein. Qu'il fallait croire en Dieu, que Dieu ceci, que Dieu cela, il fallait prier, donc tu vois. Mais on était vraiment très bien accueillis, hein, et privilégiés, respectés. Et ça, c'est le directeur qui a fait ça. Ça devait être un homme, bien sûr, croyant, mais un homme de cœur et qui a exigé que nous soyons traités avec respect. Non parce que les Français disaient à leurs enfants que les Espagnols avaient une queue. Et donc les enfants venaient nous relever les jupes pour voir la queue. Bon, je vais te dire, les Espagnols, c'était pas mieux, hein, parce que mon père, quand mon fils est né, il lui disait que les bonnes sœurs avaient une queue. Donc, ces centres d'hébergement dans lesquels les femmes et les enfants vont passer, parce que pour le coup, on ne sépare pas les femmes des enfants, à moins qu'ils se perdent, mais au moins on a conservé ça.
Ils auraient bien été embêtés, les autorités, avec les enfants sur les bras. Donc bon. Et en fait, dans ces centres d'hébergement, les femmes et les enfants vont rester vraiment plusieurs mois, au fur et à mesure du nombre de réfugiés qui diminue petit à petit. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, dans un département, il peut y avoir entre 15 et 50 centres d'hébergement. C'est-à-dire que n'importe quelle structure peut devenir centre d'hébergement. Les préfets, ils font un temps, ils recensent en fait les locaux qui peuvent être utilisés. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre de la couleur politique de la mairie qui est en place, parce que du coup, il y a des mairies qui vont être très pro-républicains espagnols et donc qui vont s'arranger pour utiliser la salle des fêtes, l'aménager comme il faut, ou récupérer une usine un petit peu pour l'aménager correctement et pouvoir accueillir les réfugiés. Et il y a d'autres moments où, à l'inverse, les mairies refusent complètement de recevoir des rouges. Dans les archives, on retrouve des courriers en fait de maires indignés en disant c'est hors de question en fait que les hordes de sanguinaires débarquent chez nous, etc. Les étrangers n'ont pas de place ici. Donc c'est extrêmement varié, mais à des moments donnés, le préfet force et en fait impose l'ouverture d'espaces. Ça peut être des anciennes prisons, ça peut être des tribunaux. Et donc en fait, chaque centre d'hébergement va être extrêmement différent en fonction de la personne qui va être responsable du centre. Il va y avoir soit un gestionnaire, soit ça va être le maire du village ou l'instituteur, etc. Donc on a des situations qui sont extrêmement variées. On a des espaces où effectivement ça va être par exemple dans cet asile où en fait le directeur il prend plutôt quand même soin, même si c'est les sœurs qui encadrent. En vrai, voilà, ça peut bien se passer. Il y a d'autres endroits, par exemple à Grenoble, il y a une ancienne caserne qui est utilisée et où là, en fait, c'est clairement un centre d'hébergement sur le plan administratif, mais en réalité, on parle de mini-camps parce qu'en fait, il y a des gardes à l'extérieur, il y a des barbelés, ils peuvent pas sortir. Donc, on a vraiment des situations qui sont extrêmement hétérogènes. C'est hyper compliqué. Je peux pas vous dire, voilà, les centres d'hébergement, c'est ça. En fait, ça va dépendre de chaque village, de comment les habitants vont s'impliquer, est-ce qu'il va y avoir des collectifs de soutien qui vont se mettre en place sous l'impulsion des associations, des syndicats, etc. C'est extrêmement varié. Il y a des fois où ça va aussi être des maisons, par exemple, individuelles qui vont être réquisitionnées pour 2 ou 3 familles, alors que dans d'autres centres d'hébergement, il va y avoir 1500 réfugiés. Donc ça va être vraiment extrêmement différent en fonction des lieux et des situations. Et la 5e étape, en fait, il faut savoir que la majorité des centres d'hébergement, la plupart des centres d'hébergement vont terminer par se fermer à l'été 1940. Déjà en 1939, il y en a qui ferment petit à petit, et donc les réfugiés sont regroupés progressivement par département en fait dans les quelques centres d'hébergement qui restent ouverts. Et en fait, à l'été 40, avec les trajectoires des réfugiés français aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, on va privilégier les centres d'hébergement plutôt pour accueillir les réfugiés français, et donc les centres d'hébergement pour les réfugiés espagnols vont fermer, et à ce moment-là, les femmes et les enfants vont être internés dans ce qu'on va appeler à l'époque des camps de concentration, qui ont été ouverts justement avec l'arrivée des militaires espagnols sur le sol français en janvier 1939. Il faut savoir que le gouvernement Daladier, en fait, il se protège, il ouvre ces espaces-là grâce à un décret loi du 12 novembre 1938 qui permet aux autorités françaises d'interner quiconque risquerait de porter atteinte à la sécurité française, à la sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas interner les gens parce qu'ils ont fait quelque chose, on va interner des gens parce qu'on considère qu'ils pourraient porter atteinte en fait, à la sécurité française. Et donc, c'est grâce à ce décret-loi que les camps de concentration, tels qu'ils sont appelés à l'époque administrativement, en fait, vont être montés. Le premier de ce camp, ça va être un camp qui va exister en Lozère, qui va d'abord être utilisé pour les hommes, mais sur un temps très très court, et dont ensuite on reparlera parce que ça sera un camp pour les femmes, et notamment pour les femmes dites indésirables particulièrement. Mais donc, il faut savoir qu'il y a tout un réseau de camps de concentration qui va être monté en premier sur les plages du Roussillon, parce que ça sera vraiment à proximité de la frontière espagnole. Donc on va avoir ces grands camps qui vont avoir plus de 100 000 personnes qui vont être internées dans des conditions dantesques sur la plage. En gros, on va conduire les réfugiés, essentiellement hommes, sur les plages. On va entourer de barbelés, et ensuite on va les laisser monter leur baraquement quand il y aura des planches qui seront livrées, etc. Et donc on a le camp d'Argelès, le camp du Barcarès, le camp de Saint-Cyprien, et ensuite on a d'autres réseaux de plus petits camps de 10 000 à 15 000 personnes qui vont aussi accueillir des réfugiés espagnols. Et donc quand les centres... Alors déjà, parce que c'est clairement un énorme bazar à la frontière, il y a aussi des femmes et des enfants qui vont se retrouver ponctuellement internés, notamment à Argelès.
dans les premières semaines. Ensuite, elles vont être envoyées dans les centres d'hébergement, et aussi quand les centres d'hébergement ferment. Si les femmes et les enfants n'ont pas retrouvé de contact avec des personnes qui peuvent les prendre en charge, à savoir de la famille, puisqu'il faut savoir que l'immigration espagnole, elle date aussi des années précédentes. Donc il y a déjà quand même un gros réseau de migration espagnole avec des familles qui peuvent accueillir leurs proches quand elles sont arrivées en France. Mais il y a aussi la possibilité, notamment pour les hommes, de trouver du travail, d'être embauchés dans ce qu'on va appeler les compagnies de travailleurs étrangers à partir justement d'avril, parce que quand la guerre va commencer à arriver, le gouvernement français va se dire ces militaires-là en fait qui sont en train de rester parce que Franco s'installe, autant utiliser cette force de travail. Et donc en fait ils vont être employés, alors sous-payés évidemment, mais être employés. Et donc une fois qu'ils sont employés, ils peuvent demander le regroupement familial. Donc à ce moment-là, les centres d'hébergement progressivement se vident. Et il faut savoir aussi que la majorité des réfugiés espagnols en fait vont demander ou être envoyés de nouveau en Espagne. On va les rapatrier la plupart du temps de force, parce qu'en fait, évidemment, que le gouvernement français va pas avoir envie de les prendre en charge. Ils sont très mal accueillis, mais ça coûte quand même de l'argent. Par ailleurs, juste en parlant d'argent, parce que c'est bien que ça soit dit, je pense, surtout à des époques comme aujourd'hui, il faut savoir que grâce à ces compagnies de travailleurs étrangers, en fait, le gouvernement français va se faire de l'argent sur le dos des Espagnols. Non seulement, en fait, évidemment que ça coûte de l'argent de les prendre en charge, c'est 2,5 millions de personnes, mais il se trouve qu'en fait, dans le cadre des compagnies de travailleurs étrangers, en fait, les réfugiés, ils vont être sous-payés. Et donc, en fait, le gouvernement français va se faire de l'argent sur ces réfugiés. Bon, toujours est-il que les femmes peuvent, à partir du milieu de l'année 1940, se retrouver, elles aussi, internées. Parce qu'elles n'auront pas trouvé de travail, parce qu'en fait, elles refusent de retourner en Espagne, ou parce qu'en fait, elles n'ont pas trouvé de proches qui peuvent les prendre en charge. Donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, elles deviennent un peu indésirables, et donc vu qu'elles ne servent pas à l'économie en fait et qu'elles coûtent trop cher dans le cadre des centres d'hébergement, on va les mettre dans les camps, ça coûtera encore moins cher. Donc les femmes, elles sont internées dans différents camps, et notamment dans le camp de Rieucros, qui est un camp qui va accueillir les indésirables femmes, alors espagnoles mais aussi françaises, antifascistes allemandes. C'est un peu toutes les politiques qui vont être dont on ne saura pas quoi faire et qui vont être internés là-bas, y compris parfois pour des motifs qui sont un peu étonnants. Donc on va avoir le témoignage d'Arlette qui, elle est française et va nous raconter comment elle se retrouve au camp de Rieucros. Et puis on est arrivé au camp avec -20. Mon Dieu, quel froid. Mais on a été bien accueillis. On nous a mis à la 6. C'était la baraque des politiques, voilà, avec des Françaises. Et puis, il y avait la baraque des Espagnols, que j'y allais beaucoup, je parlais un peu l'espagnol. Et puis, on s'est fait des amis, et on s'est fait à l'idée. On a pleuré ce qu'on a pu, parce qu'enfin, quand même, c'était dur d'être là, comme ça. Dans le camp, on était 400 ou plus. Dans les baraques, on était 40 à 45, c'était coupé en deux. Au camp, on s'est organisé. J'allais apprendre l'espagnol, je prenais des cours d'histoire, de géographie, parce qu'il y avait une dame, la professeure Fernande. Alors comme ça, on s'occupait. Mais on ne parlait pas politique, parce que chacune avait son avis. Mais on avait des leçons. Il y avait une responsable chez nous. Chez toutes, je ne sais pas, mais chez nous, il y avait une responsable. On était de corvée, chacune à son tour. On coupait le pain, on balayait, on allait faire la corvée de bois et voilà. C'était pas obligatoire, non, c'était chez nous. Et puis, il y avait le moment de repos, après manger là. Il fallait pas parler. Il y en a qui écrivaient. Je vis un cauchemar formidable, je suis devenue responsable. Oh, mes amis, cela signifie du matin au soir avoir des soucis. Car chaque boulot et chaque scandale, tout ce qui tourne mal est à régler, et encore à l'amiable, par la responsable. Quand au poêle manque le charbon à cause des minuscules rations, et les femmes grelottent et toussent, à qui on s'adresse et qui l'on pousse? C'est l'estimable responsable. Quand la grandeur du pain fait du chagrin, quand la soupe est trop liquide et l'estomac sont vides malgré les navets, à qui on se plaint d'un ton pitoyable? À la responsable. Les repas, c'était de la soupe d'eau avec un peu de seigle dedans. Le café, c'était un ersatz de café. C'était une poudre noire. On mettait notre eau dans le poêle et puis on mettait ça. Et puis voilà.
Avec un peu de pain, c'est tout ce qu'on avait. Hein. Le pain, si on le mangeait le matin, on n'en avait plus pour le soir. Alors, on le regardait. On n'en mangeait pas beaucoup pour en garder un peu pour le soir. Mais on avait la même ration que les gens, en fait. Seulement, les gens dehors, ils avaient autre chose. Ils se débrouillaient, que nous, on n'avait que ça. C'était dur, alors. Le camp disposait en tout et pour tout d'une dizaine de latrines qu'il fut bientôt impossible d'approcher. Dans les dortoirs et les baraques où nous étions enfermés à clé, la nuit, se trouvaient au maximum 2 seaux. Malgré les demandes réitérées, la direction du camp n'entreprit rien. Nous rédigeâmes alors une requête, en termes polis et très soignés, à Monsieur le Préfet, en le priant de nous faire affecter des seaux supplémentaires. Nous remîmes la lettre au bureau, puisque tout le courrier était contrôlé. Cela ne traîna pas. Il y eut bientôt des seaux neufs dans toutes les baraques. Pour l'inauguration du seau, nous organisâmes une petite fête. Sois le bienvenu, nouveau seau de nuit. Avec ta présence aujourd'hui, tu détournes tant d'ennuis de mes amis. Fini la saison d'inondation. Plus de promenades en chemise de nuit, dans le froid du vent, dans la neige, la pluie, pour arroser hygiéniquement les entourages du baraquement. Pour chaque pensionnaire, le temps est venu de tirer au but, et avec un pas ferme et gaillard, elle se recouche, soulagée, au plumard. Ah, pour faire pipi, oui, hein. Toute la nuit, c'était le défilé, parce qu'avec ce qu'on nous donnait... Donc il faut savoir que ces femmes, en fait, elles vont avoir des parcours vraiment très, très hétérogènes. C'est pareil, il n'y a pas de parcours type de femmes espagnoles réfugiées. Ce qui est sûr, c'est qu'elles peuvent aboutir au camp de concentration, au camp d'internement, parce qu'elles sont considérées comme indésirables. Et en fait, c'est intéressant de questionner un peu les facettes de cette indésirabilité féminine, parce que on va avoir vraiment, notamment au camp de Rio Cross, qui est un camp en fait qui accueille les femmes qui se font dégager des centres d'hébergement et aussi des autres camps. Et donc parce qu'elles sont vraiment au bout de indésirables de chez indésirables. Et en fait, qu'est-ce qui les rend indésirables aux yeux des autorités françaises ? C'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a vraiment plein de facettes différentes. En fait, elles vont être indésirables parce qu'effectivement, elles peuvent pas se prendre en charge. Donc, sur le plan économique, elles sont indigentes. Donc, à ce moment-là, c'est au gouvernement français de les prendre en charge. Mais aussi parce qu'en fait, elles ne se comportent pas comme, en fait, il serait attendu que des femmes espagnoles se comportent. Donc, il y a vraiment aussi un espèce d'amalgame entre militantisme et femmes de mauvaise vie, qu'on va retrouver régulièrement, hein, pas que chez les femmes espagnoles en l'occurrence, mais vraiment, elles perturbent l'ordre du genre. Dans les centres d'hébergement, par exemple, on va avoir des femmes qui vont essayer d'avoir des discussions politiques, on va en discuter après, ou alors chanter, faire du bazar un peu, essayer peut-être de s'échapper, etc. Et donc, dès qu'elles sortent un peu du cadre imposé, en fait, on va les envoyer dans ces camps au régime beaucoup plus strict. Donc, c'est un peu intéressant de voir voilà, comment est-ce que se constitue cette image de la femme indésirable. En tout cas, on va vraiment mélanger beaucoup de choses. Et il y a cette injonction au retour un peu à la maternité sociale. On demande aux femmes de s'occuper de leurs enfants, mais de ne pas crier trop fort, de ne pas faire autre chose, de ne pas militer. Et alors que les femmes espagnoles, elles ont une vie en fait politique qui est quand même beaucoup plus riche que ce que je pourrais croire les autorités françaises. Et donc en fait, il y a un peu cette rencontre du troisième type en fait entre les maires de Mayenne par exemple et les réfugiés espagnols responsables anarchistes de Madrid. On va avoir voilà, mais bon, il va se créer des choses intéressantes. Et du coup, ça m'amène à questionner un petit peu sur le plan historique et au niveau de la méthodologie, qu'est-ce qu'on sait finalement de ces femmes ? Qu'est-ce que moi j'ai pu retrouver dans les archives ? Et c'est pas très étonnant, pas grand-chose évidemment. Sinon, ça serait trop facile. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir interviewer des femmes encore qui étaient sur une fin de vie, hein, mais en tout cas qui avaient encore des souvenirs, quoique pas toutes, parce que ça remontait à loin, mais quand même, en fait, il y avait l'idée de pouvoir les interroger sur leur parcours à elles, parce qu'elles ont la plupart du temps, elles sont restées dans l'ombre de leurs compagnons d'armes parce qu'elles n'avaient pas forcément participé à l'aspect guerrier, militaire de la guerre d'Espagne. Et puis parce que derrière, il y a aussi toute l'histoire de la résistance où, encore une fois, ce sont les hommes qui ont été les plus visibles. Et donc, du coup, en fait, elles se sont petit à petit effacées. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, quand on peut, en fait, je pense, faire appel à l'histoire orale.
parce que sinon seule émerge l'histoire des puissants. Et donc il y a un vrai silence historique sur ces femmes, et on le voit bien dans les archives que j'ai pu dépouiller, parce que vu que ces centres d'hébergement-là, ils étaient dans plein de départements, les archives départementales sont très riches quand même, parce qu'il y a il y a une prise en charge administrative, donc on a quand même des informations sur comment ça se passe dans les centres d'hébergement. Mais alors que, par exemple, le ministère de l'Intérieur va demander à des inspecteurs de faire le tour des camps de concentration pour pouvoir faire des listings précis des hommes, des miliciens qui sont, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre d'Espagne, comment ils s'appellent, etc. Les femmes, on a très peu de listings. Quand on a une liste, c'est pour dire, alors il y a le nom, le prénom et le nombre d'enfants. Et si elle est mariée ou pas. C'est peut-être la seule chose qui intéresse les autorités françaises. Et ça, c'est quand on fait une liste. Sinon, en fait, on sait juste que dans le centre d'hébergement, il y a 312 réfugiés. Et alors, la grammaire française étant faite comme elle est faite, en fait, c'est 312 réfugiés et S, même s'il y a 311 femmes et un garçon, évidemment. Donc, ça, c'était un peu le moment où en termes de proportion, c'était un petit peu compliqué de savoir un peu ce qu'il en était. Et de fait, les femmes, elles passent complètement sous le radar des autorités policières parce qu'en fait, on part du principe qu'elles ne sont pas politiques. Donc, il n'y a pas besoin de les surveiller. Et donc, en fait, dans les archives du ministère de l'Intérieur, on a très peu d'informations sur ces femmes. À des moments donnés, elles apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une révolte dans un centre d'hébergement. Parce qu'à un moment donné, il y a un responsable du centre qui s'est dit « Tiens, si je fouillais les valises des femmes » et qu'en fait, il se retrouve avec plein d'armes. En fait, là, à des moments donnés, ils se disent « Ah, mince, en fait, il se passe des trucs ». Et en fait, ils se rendent compte quand même que finalement, et notamment les associations ou les syndicats, qui eux vont écrire des papiers ou des journaux un petit peu sur ce qui se passe dans les centres d'hébergement, vont dire « Ah, là, on a une telle qui est responsable de la CNT à Madrid. Là, on a une telle qui est responsable de tel syndicat. » Là, et en fait, on va se rendre compte que, oui, en Espagne, les femmes, le militantisme politique et syndical, en fait, il est pris en charge depuis des années. Au début du XXe siècle, en Espagne, en fait, il y a des manifs non mixtes où, en fait, les femmes, elles manifestent pour leurs droits, sans hommes, parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de se faire embêter. Enfin, on est quand même sur un niveau de militantisme qui est très important. Et en fait, quand même, elles sont en avance sur plein de choses, sur l'avortement, sur l'éducation. Donc, effectivement, que les femmes, elles sont pas juste là pour demander qu'on ait plus de sel dans les patates. En fait, elles vont demander beaucoup plus de choses. Et ça, les autorités françaises s'en rendent pas du tout compte les premiers mois. Et en fait, quand ils s'en rendent compte, ils paniquent. Et donc, les femmes, elles sont tout de suite envoyées... Elles sont envoyées en camp de concentration, mais il y a vraiment un impensé de la femme militante, vraiment à toutes les échelles. Mais dans tous les cas, c'est toujours très compliqué d'avoir une vision d'ensemble, et notamment parce que quand il y a quelques informations qui sont demandées par les préfets, notamment dans le cadre de la possible mise au travail des femmes, parce que quand à un moment donné, on a récupérer les hommes qui étaient dans les camps pour les mettre dans l'économie de guerre. En fait, il faut quand même récupérer les femmes pour qu'elles aillent travailler dans les fermes ou dans les usines d'armement parce qu'on manque de bras. Là, à ce moment-là, il va y avoir, par exemple, des enquêtes qui vont être mises en place dans les centres d'hébergement pour savoir qu'est-ce que font les femmes comme métier, etc. Et sauf qu'en fait, il y a aussi des fois, on demande aux femmes ce qu'elles font pour savoir parce que si elles n'ont pas un métier qui est important ou si en fait elles n'ont pas des responsabilités politiques, en fait on va les renvoyer en Espagne. Et donc, sauf que les Espagnols, elles ne veulent pas retourner, en tout cas celles qui sont politisées ne veulent certainement pas retourner en Espagne franquiste. Donc, en fait, il va aussi y avoir des stratégies de leur part pour modifier un peu la réalité. Et donc, moi, j'ai retrouvé dans des centres d'hébergement, notamment dans le Morbihan, des listes de femmes qui avaient des responsabilités politiques, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est l'intégralité là. Moi j'avais un centre où j'avais l'impression qu'elles étaient toutes responsables de anarchistes à très haut placés, et en fait je me suis dit parce que d'autres femmes me l'avaient dit après qu'en fait elles s'étaient juste passé le mot, que en fait elles avaient des responsabilités politiques et que c'était ce qu'il fallait dire aux policiers français qui passaient, parce que si elles disaient qu'elles craignaient rien du retour en Espagne, elles allaient se faire rapatrier de force. Donc en plus les femmes espagnoles, évidemment qu'elles jouent là-dessus. Et donc après c'est toute la question de a posteriori de pouvoir démêler le vrai du faux. C'est vraiment des stratégies intéressantes. Du coup, là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est comment ce que moi j'ai réfléchi à ce que représente cet accueil étatique en fait chez les femmes espagnoles, et dans quelle mesure en fait on peut parler de dispositifs coercitifs même dans les centres d'hébergement. C'est-à-dire que le gouvernement français il fait la différence entre centres d'hébergement et camps de concentration, mais pour autant il n'y a pas
tant de différence que ça. Oui, dans le camp de concentration, il va y avoir des gardes, il va y avoir des barbelés et les conditions vont être encore plus dures que dans les centres d'hébergement pour une question d'échelle, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à prendre en charge, etc. Mais en fait, on a quand même des dispositifs coercitifs dans lesquels s'expriment des rapports de pouvoir, même au sein des centres d'hébergement. Alors, pas dans tous, pas quand les femmes elles sont en autonomie et qu'il y a 3 familles qui se baladent dans un village, mais en réalité, en fait, c'était important de questionner un petit peu comment est-ce qu'elles se faisaient prendre en charge par les autorités françaises pour savoir justement comment est-ce qu'elle pouvait répondre à ça. Et donc, j'ai un peu travaillé sur quelles étaient les différentes violences étatiques qui étaient, que les femmes espagnoles elles subissaient, même si elles étaient pensées ou impensées par les autorités françaises, parce qu'on va voir qu'il y a des violences aussi symboliques qui peuvent heurter les femmes, même si elles ne sont pas pensées comme par les autorités qui les encadrent comme voulant faire vraiment mal, mais en fait c'est quand même des violences certaines. Et les premières d'entre elles, c'est, on l'avait vu aussi, c'est la question de la séparation familiale. Donc, on a des réfugiés espagnols qui vont être séparés des membres de leur famille sans connaître du tout la destinée de leur famille pendant des semaines et des mois, parce que donc on parle de 500 000 personnes au début, et en fait on parle d'un bazar monstre, c'est-à-dire qu'en fait les autorités françaises n'ont pas les listes, personne ne sait où est tel réfugié. C'est extrêmement compliqué. Et dans les camps de concentration, les hommes, ils sont entre 100 et 150 000 à être là, à attendre qu'il se passe, ils ne savent pas quoi. Donc c'est vraiment la première des violences, c'est cette séparation familiale, le fait de maintenir les réfugiés dans l'ignorance de ce qui va leur arriver. On parle, sauf dans le cadre du Sud-Ouest, mais sinon, en fait, on a aussi une énorme barrière de la langue. Et en plus, il y a le refus parfois de regroupement familial, c'est-à-dire qu'une fois que les réfugiés ont eu la chance de se retrouver, parce qu'il y a eu justement des radios qui se sont mises en place, parce qu'il y a des journaux qui circulent, ou parce qu'on le verra, il y a des réfugiés qui prennent les choses en main. En fait, le gouvernement dit bah super, il y a les hommes au camp d'Argelès et vous êtes en Bretagne, ben c'est comme ça que ça va se passer. Il va pas y avoir de regroupement possible pour le moment. Et donc en fait, c'est vraiment la première violence, et on va entendre les témoignages d'Antonia et de Sarah. Et nous sommes restés 4 mois sans savoir où nous étions les uns avec les autres. Alors le soir, il y avait les journaux qui mettaient une feuille sur les réfugiés espagnols. Un tel cherche un tel cherche un tel. Et moi le soir, comme j'ai commencé vite à lire le français, enfin plus ou moins quoi, alors tous les soirs, allez, on s'asseyait, on lisait, un tel cherche un tel. Et on a trouvé ma mère. On a trouvé ma mère qui nous réclamait, et mon oncle à peu près en même temps. Moi, quand j'ai passé la frontière, j'ai donné l'adresse de mes oncles que je connaissais à tous ceux que je connaissais. Et au bout de quelques temps, ça n'a pas tardé. J'ai commencé à avoir de la correspondance. Parce que quand on a passé la frontière, les familles qui ont passé, la femme, le mari et les enfants, les maris d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, on les séparait. Et on ne savait pas, ni les uns ni les autres, où c'est qu'ils se trouvaient. Alors, les copains qui étaient en camp de concentration, ils ne savaient pas où c'est qu'ils étaient, sa femme, ses enfants ou ses parents. Alors ils m'écrivaient, à moi, pour voir si je pouvais savoir quelque chose. Cette correspondance a été très intense, parce que j'ai reçu de la correspondance de partout, d'Argelès, d'Agde, de Barcarès, de Saint-Cyprien, d'un peu partout. Et mes oncles, qui étaient ouvriers et qui n'avaient pas de grands moyens, d'autant plus qu'ils avaient mes frères à leur charge, eh bien ils m'ont dit, on ne peut pas te payer ta correspondance. On ne peut pas, parce que ça fait beaucoup de timbres, du papier, tout ça. Alors, je suis allée au centre espagnol, là d'où était venu le copain nous porter du linge. Et j'ai expliqué, voilà, j'ai cette correspondance très active avec les camps de concentration pour rechercher des familles. Mais mes oncles, ils ne peuvent pas me payer les timbres et tout ça. Alors, ils m'ont donné de quoi écrire, du papier, des enveloppes, et ils m'ont dit, chaque jour, tu viendras avec le courrier, et nous, on l'enverra. Bon, ça fait que pendant longtemps, jusqu'en juin, j'ai eu beaucoup de correspondances et j'ai pu réussir à trouver des personnes qui ont pu se réunir, ou du moins les réunir par le moyen d'écriture, par les lettres. Donc Sarah, elle a une position un peu particulière parce que quand elle passe la frontière, elle va pouvoir rejoindre son oncle et sa tante à côté de Béziers et donc du coup échapper à la tutelle administrative, et donc c'est à ce moment-là qu'elle va beaucoup aider à faire se retrouver les Espagnols. Mais Antonia, elle qui est dans un centre d'hébergement, en fait, elle dit comment ils arrivent à se retrouver.
Et il y a quand même, en fait, c'est quand même extrêmement violent parce que par ailleurs, quand ils arrivent à se retrouver, ils peuvent commencer à une correspondance, mais il faut que les Espagnols payent. Donc on a des facteurs qui arrivent dans les centres d'hébergement en disant, il y a une lettre pour un tel, mais il faut que tu me payes le timbre. Et donc si le réfugié espagnol n'a pas le timbre, en fait, la lettre, elle lui arrive pas dans les mains. Donc il y a une vraie emprise un peu psychologique. Alors on ne sait pas si c'est vraiment juste pour des questions financières ou parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on garde un peu sous contrôle le groupe qu'on a dans le centre d'hébergement. Il peut y avoir entre une dizaine et plusieurs centaines de réfugiés. Donc en fait, c'est quand même une certaine violence psychologique. Après, en termes d'assujettissement, on a aussi juste des différences culturelles. Alors ça, c'est pas... En fait, c'est vécu violemment par les femmes espagnoles. C'est pas forcément voulu par les personnes qui administrent les centres d'hébergement. Mais c'est vrai que en fait, elles n'ont pas du tout les mêmes horaires de vie, elles mangent pas du tout les choses de la même manière, et donc en fait, elles sont un peu dépaysées et un peu sous le choc, les réfugiés espagnols quand elles arrivent. C'est ce qu'on disait, elle l'explique très bien, Antonia, elle arrive à Château-Thierry. En fait, on a quand même des Madrilènes ou des Barcelonaises qui ont l'habitude d'avoir l'électricité, etc., qui arrivent dans des fermes où en fait il n'y a pas d'eau courante, il y a pas, en fait, elles ont perdu tout contact avec leur famille, elles savent pas du tout où elles sont en France. Personne ne leur dit rien, elles savent pas combien de temps ça va durer. En fait, c'est quand même un énorme traumatisme. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et dans certains centres d'hébergement, il y a vraiment des conditions de vie qui sont très, très mauvaises. On parle d'une ou deux toilettes pour 200, 300 personnes. Il y a des comptes rendus. Enfin, il y a des associations qui interviennent dans les centres d'hébergement. Et en fait, il y a des comptes rendus où, en fait, on parle de mort, on parle de maladies très graves quand même qui se développent. Les médecins qui veulent pas forcément passer. C'est des conditions qui sont quand même très, très compliquées. Et en fait, c'est aussi une manière, ces conditions-là qui sont compliquées. Alors, elles sont compliquées parce que voilà, il y a des mairies qui n'ont pas forcément non plus les moyens de payer, mais il y a aussi une volonté de maintenir les réfugiés quand même dans un cadre où en fait ils sont pas les bienvenus. Et en fait, ça les positionne toujours en fait en situation de toujours devoir solliciter. C'est-à-dire qu'en fait, faut toujours que les femmes elles restent sages, elles restent gentilles, qu'elles demandent gentiment en fait. Et c'est quand même une manière de garder sous contrôle un collectif en fait. Surtout quand on va commencer à se rendre compte que c'est un collectif qui peut être un peu remuant. Donc c'est quand même une manière étatique de maintenir en fait, à travers aussi des disciplines, des règlements intérieurs, parce que du coup les préfets vont demander à tous les maires que dans chaque centre d'hébergement il y a un règlement intérieur qui soit rédigé. Alors il y a certains centres d'hébergement où le responsable du centre il va dire rédigez votre règlement et puis moi je le traduirai, etc. Donc il y a certains centres où il n'y a pas vraiment de règlement, mais il y en a d'autres où en fait il faut se lever entre telle heure et telle heure, il faut que les choses soient très bien faites, etc. On peut pas sortir du tout, alors qu'il y a des centres où on peut aller se balader dans le village sans problème. C'est extrêmement varié. Mais il y a quand même une privation de liberté, une gestion extérieure de son temps personnel. En fait, les femmes, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, les enfants non plus. C'est vraiment une emprise sur les corps et les esprits. Et par ailleurs, il y a aussi, dans certains centres, des violences physiques, des violences sexuelles. On parle quand même d'encadrement masculin sur des femmes qui sont majoritaires et en plus qui sont en situation de fragilité. Et qui sont pas forcément volontaires. Là, on va entendre le témoignage de Teresa qui raconte juste l'arrivée et la première visite médicale. Et vous allez voir à quel point c'est violent. Donc, je n'oublierai jamais les cris des petites vieilles obligées comme nous, qui avions 20 ans, à s'exhiber à poil devant les gendarmes, les docteurs, les auxiliaires et les bureaucrates chargés de veiller à la santé publique de la douce France. Femmes espagnoles qui ne s'étaient jamais montrées nues, y compris dans l'intimité conjugale. Femmes au corps flétri et déformé par les années, les accouchements, le travail physique démesuré et une guerre de 32 mois qui en a laissé beaucoup avec juste la peau sur les os. Femmes parmi lesquelles il y en avait une avec un enfant dans le ventre, un ventre profané par le regard obscène ou répugnant, enfant pas encore né et déjà fiché en tant que réfugié espagnol. Donc Teresa, elle nous raconte ça, mais il y a aussi dans les centres beaucoup d'abus sur les femmes et sur les enfants. Il y a des témoignages par exemple, d'enfants qui allaient se faire soigner chez le dentiste du village avec énormément d'abus sexuels, etc. De toute façon, c'est pas nouveau, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est très compliqué. Et il y a aussi des mesures disciplinaires dès qu'elles sortent un peu du cadre. Les femmes qui vont chanter un peu trop fort, qui vont faire montre d'opinion politique, etc., elles vont être transférées dans les camps de concentration dès qu'elles dépassent un petit peu
la norme féminine qui leur est imposée. Et par ailleurs, il y a aussi, comme mesure coercitive, les rapatriements forcés. Alors les rapatriements, il faut savoir qu'ils sont très vite mis en place et dans la grande majorité plutôt pour les hommes. Mais quand même, les femmes, en fait, au bout d'un moment, quand les centres d'hébergement vont commencer à fermer, en fait, ça va vraiment dépendre des préfets. Il y a des préfets qui vont dire, en gros, toutes les femmes qui sont pas capables de justifier qu'elles peuvent rester sur le sol français, en fait, vous les renvoyez, vous les rapatriez en Espagne. Et dans ces cas-là, il y a plein de, en fait, on leur dit pas forcément, on leur dit juste, vous allez changer de centre d'hébergement. Et donc, à ce moment-là, elles vont vite comprendre, on entendra leur témoignage après, qu'en fait, elles risquent d'être envoyées en Espagne et elles accepteront pas forcément. Mais en fait, il y a des stratégies qui sont mises en place par les autorités françaises pour, en fait, faire des femmes espagnoles, leur imposer, en fait, une trajectoire qu'elles refusent complètement. Et donc, il y a une emprise vraiment multiple des autorités françaises sur le corps et l'esprit des femmes espagnoles. Mais évidemment, c'est le moment que je préfère. Elles vont pas du tout se laisser faire. Et en fait, c'est là qu'on va voir s'exprimer toute leur expérience politique, ou justement aussi pour les femmes qui n'ont pas forcément l'habitude, parce qu'elles sont pas toutes non plus politisées. Elles sortent toutes d'un conflit qui était politique, mais pour autant, elles n'étaient pas forcément toutes... Vu que c'est ce qu'on appelle une guerre civile, en fait, forcément, elles avaient quand même une idée un petit peu de là où elles se plaçaient, mais elles n'étaient pas forcément toutes militantes, expérimentées. Mais pour le coup, quand même, en fait, elles vont pas forcément se laisser faire. Et c'est intéressant de voir, en fait, quel rapport de force elles vont mettre en place et quelle stratégie elles vont développer, en fait, pour résister justement à ces stratégies de subordination des autorités françaises. Et c'est là qu'il faut, je pense, réinterroger un petit peu la définition de la résistance, qui ne doit pas forcément être que armée. Et en fait, la résistance, elle se joue aussi sur comment on résiste à des injonctions, comment est-ce qu'en fait on s'oppose, comment est-ce qu'on retravaille le collectif, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas se faire prendre. Donc c'est pas forcément que militaire, et justement il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en souterrain. Moi, je me suis beaucoup inspirée des travaux d'un politologue qui s'appelle James C. Scott, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'infrapolitique des dominés. C'est extrêmement intéressant. Ces livres sont relativement accessibles, je trouve, donc n'hésitez pas à consulter un peu, notamment La domination et les arts de la résistance. C'est vraiment un super bouquin qui est assez court. Moi, il m'a beaucoup aidé. Et en fait, lui, il réfléchit sur toutes les stratégies d'insubordination qui vont rester invisibles en fait aux yeux de ceux qui ont le pouvoir, pour éviter de se faire prendre. Et donc, comment est-ce que ces populations-là vont développer ce qu'on va appeler un texte caché pour garder une force en soi, garder un collectif, garder des croyances importantes politiques, mais sans se faire prendre. Et donc, il y a vraiment plein de stratégies différentes. Il y a un spectre de la résistance qui est vraiment extrêmement varié chez les femmes réfugiées. Et en étudiant un petit peu, en les écoutant et en prenant le temps un petit peu d'analyser comment est-ce qu'elles procédaient, on a vraiment un panel très intéressant. Et ça commence notamment par l'usage de l'humour et de l'ironie comme une première soupape déjà pour essayer de résister à ces stratégies coercitives de l'État français. C'est vraiment une soupape, une arme qui est mobilisée par les réfugiés espagnols pour déjà continuer à exister alors même qu'elles sont en exil et que ce qui se passe autour d'elles, c'est de l'ordre de l'indicible. Donc Maria Luisa le raconte très bien. Au bout de cette sorte de chaîne médicale, on nous donna tout de même de quoi nous couvrir. Les habits du théâtre de la ville. On assista alors à un défilé de marquises, arlequins et bergères. Ma mère avait une grande robe à traîne avec décolleté plongeant dans le dos, très début du siècle. On se faisait des révérences, on plaisantait, on disait qu'on allait sûrement nous loger dans des châteaux, qu'on nous préparait un festin, que tout serait merveilleux, que le reste n'était qu'un mauvais cauchemar. C'était un moment hors du temps, où chacun s'amusa à se figurer autre, à s'imaginer ailleurs, à oublier par la magie d'un vêtement un instant porté l'exode et le malheur. Chacun s'inventa son propre conte de fées avec un humour communicatif, celui qu'on s'invente comme une arme dans les situations les plus tragiques. C'est ainsi que, dans les moments les plus tristes, la meilleure défense pour ne pas sombrer, c'est encore la dérision et l'imaginaire. Puis chacun retrouva ses vêtements dans ses cabines respectives. Les vrais, ceux-là.
donde no hay ni camas ni comida, en los infiernos se está mucho mejor. Hay colatros en los retretes, vivo cemento dan por pan, lentejas único alimento, y un plato al día te darán. Lujoso baldosín, disfrutas por colchón, al levantarme tengo deshecho un riñón. Il faut savoir que quand elles sont dans les centres d'hébergement, les femmes espagnoles, elles ne savent pas ce qui va arriver d'elles. En fait, elles n'ont aucune idée du temps qu'elles vont rester. Et la première urgence, c'est de tenir, de rester forte et en fait de se dire que c'est pas fini. En fait, que peut-être elles rentreront en Espagne, que peut-être elles gagneront, que peut-être elles retrouveront leurs proches. Donc la première urgence, c'est de recréer le lien, de garder le moral. Et donc Maria Luisa, par exemple, ainsi que sa mère, elles vont monter une radio dans le centre d'hébergement et elles vont faire plein de petits sketchs en fait pour faire rire les femmes et les enfants du refuge. C'est hyper important pour elles. Et il y a vraiment cette idée aussi d'investir énormément les activités artistiques. Le théâtre, elles chantent beaucoup, voire même au camp de Rio Cross, il y a des expositions qui sont organisées. Il y a tout un travail pour rester un petit peu debout. Et vraiment pour garder aussi cette idée du lien entre soi, de rester vivant, de ne pas rester que sur la défaite et sur les dissensions, mais au contraire de se dire qu'il faut tenir pour continuer par la suite. Donc c'est vraiment très important et je pense Rosa nous le raconte bien. Il y a eu une fraternité entre nous qu'on n'a pas trouvée ailleurs. On était toutes solidaires. On était des exilés, c'est tout. Après, tu vois, à mesure qu'on sort et puis que les choses s'arrangent et puis que la politique commence à s'en mêler, si tu es communiste, si tu l'es pas, mais à ce moment-là, dans le centre, on était toutes unies. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista funda el 5º regimiento. Banda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Quand on était au camp de concentration, il y avait des gendarmes. On était gardés par des gendarmes. Et il y en avait un peu âgé, qui disait « Vous, les Espagnols, vous êtes là, vous avez tout perdu, vous avez rien, et puis vous avez envie de chanter encore. » Et les jeunes, on lui disait « quoi faire? Se casser la tête contre le mur ?» D'ailleurs, il n'y en avait pas. Mais bon, on chantait. Et il y avait des Basques, tout un groupe dans ma baraque, qui chantait très bien des chansons. Quand il faisait nuit, on ne pouvait pas allumer, donc on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire, alors on chantait. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. De tailleuse, que c'était mon métier, je suis devenue infirmière. La vie a des choses bizarres. Il y avait 4 jours qu'on était au camp. J'ai vu passer une femme avec une blouse blanche. Tiens, tu la connais, c'est Clémence. C'était une réfugiée basque. Elle était tailleuse et on était amies. Donc, on s'est retrouvés avec Clémence. Qu'est-ce que tu fais là avec ta blouse blanche d'infirmière? Oh, Kaya, je suis infirmière maintenant. Je travaille à l'infirmerie. Il n'y aurait pas quelque chose à faire pour moi parce que c'est pas le fait de coucher par terre, mais c'est de rien faire, de pas pouvoir sortir, d'être là toute la journée. Toute contente, elle est venue me voir le lendemain. Tu peux venir travailler à l'infirmerie. Donc là, je suis devenue infirmière. Bon, mon travail à l'infirmerie, ça consistait... Tous les matins, le docteur nous fait une liste de ce qu'il nous manque et il faut aller le chercher à l'hôpital. Fallait nous voir avec nos blouses blanches. On passait devant le camp des hommes. On ne pouvait pas rentrer, mais on y passait le plus près possible. De voir les 2 femmes seules, sans être accompagnées par les gendarmes. À l'aller, bon, ils étaient tous le camp des hommes derrière les fils de barbelés. Ils nous disaient des trucs. Mais au retour, ils s'étaient préparés. Ils nous jetaient des papiers.
On est arrivé à l'infirmerie avec les poches pleines de papier. Et dans toute cette paperasse, il y avait un peu de tout. Beaucoup qui demandaient des adresses. Enfin, qui nous donnait le nom de sa femme, de sa fiancée, pour voir si elle pouvait se trouver dans notre camp. Mais dans toute cette paperasse, il y avait une lettre, que je la regrette cette lettre. C'est la seule que j'ai pas gardée, parce que tout le monde voulait la lire, et donc à force, elle a disparu. Mais bon, c'était une lettre très jolie, adressée à toutes les femmes qui étaient dans le camp, de Catalogne, d'Aragon, d'Andalousie. Et il nous donnait du courage à toutes les femmes qui étaient là pour nos idées, pour pas avoir voulu rentrer avec Franco. Et à la fin, il mettait « On est 4 copains dans la même baraque. Et si parmi vous, il y en avait une de vous qui voulait entamer une correspondance, ça nous ferait passer les heures beaucoup plus agréables. » Et alors il mettait « Pierre Vaquet, baraque, temps. » Alors tout de suite, Clémence et moi, on a pris la plume et le crayon. On n'avait pas d'argent pour acheter un timbre, mais le chauffeur de l'ambulance qui passait, il faisait la tournée tous les jours et il faisait le courrier dans le camp des hommes. Et ça fait qu'on a entamé une correspondance comme ça. Pendant 1 an, on s'est écrit des lettres. Là, je les ai, j'en ai tout un paquet. Bon, la première, c'est la seule que j'ai perdue. Et petit à petit, on est devenus des amis. Il me demandait toujours ce que je pensais de ceci, de cela, pour savoir, puisqu'on ne se connaissait pas. Ça coïncidait. La façon de penser de ce garçon, c'était la mienne. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait plus que de l'amitié entre nous. Ce témoignage de Rose, il est intéressant parce qu'elle raconte, elle est d'abord dans un centre d'hébergement en Sarthe et ensuite elle se fait interner à Argelès. C'est là qu'elle rencontre donc son futur compagnon Pierre. Et en fait, c'est ce qu'elle raconte avec les hommes qui jettent les papiers, etc. Il y a vraiment l'importance de garder le lien et aussi de faire attention, de prendre soin en fait des uns des autres. C'est vraiment une des revendications des femmes, le droit à la dignité, c'est-à-dire qu'elles vont demander des conditions correctes dans les centres d'hébergement, elles vont demander de pouvoir se nourrir correctement, elles vont demander à être prises en charge, d'être voilà, et déjà de pouvoir qu'on respecte notamment en priorité leur intimité. C'est le témoignage d'Antonia, il est intéressant à ce moment-là. Chacun installa comme il put son petit domaine personnel. Les coins étaient très convoités, bien sûr, et les moins frileux sacrifiaient une couverture pour tendre un rideau. Les solitaires étaient désavantagés. Par exemple, nous étions 4, nous disposions de 8 couvertures. Et en nous serrant, nous pouvions très bien n'utiliser que 4 ou 5 couvertures. Avec le reste, nous pouvions tendre des rideaux qui servaient aussi aux voisins. Ce qui fait que tous ensemble, nous arrivions à nous débrouiller, à nous soutenir en nous passant une couverture ou un vêtement. Étrange spectacle que cette salle immense. Surtout le pourtour, les paillasses sur lesquelles dormaient les réfugiés, domaine privé délimité par des couvertures tendues par des fils. Ce qui est intéressant dans les centres d'hébergement, c'est que du coup, les femmes, elles doivent s'organiser entre elles et en fait, elles deviennent, si vous voulez, chefs de famille par procuration. En fait, c'est elles qui deviennent les interlocutrices des représentants français en fait qui encadrent les centres d'hébergement. Donc, elles prennent conscience un petit peu de la puissance du groupe et de cette possibilité qu'elles ont de prendre la parole en fait au nom du groupe. En fait, de s'exprimer collectivement. Et ça, c'est une expérience qu'elles font qui est quand même assez intéressante. Et ça leur permet, quand elles arrivent à créer un collectif, quand elles sont d'accord entre elles, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on parle de solidarité, mais la guerre d'Espagne, c'est des grosses blessures politiques aussi. Et je vous avoue qu'il y a certains centres d'hébergement, les femmes, elles me racontaient qu'elles se crachaient dessus, qu'elles se battaient entre communistes et anarchistes. C'était hyper compliqué de faire fonctionner le centre d'hébergement. Mais il y a quand même des espaces où elles se sont dit, en fait, la priorité, c'est de prendre soin de nous et d'essayer de survivre à tout ça. Donc, faisons attention et exprimons-nous collectivement. Et c'est des moments qui sont vraiment très importants psychologiquement. Et en fait, quand elles arrivent à s'exprimer collectivement, elles vont avoir des revendications politiques qui vont être des revendications importantes et qu'elles ont déjà beaucoup travaillé en Espagne. Donc, il y a déjà l'éducation, le rapport à l'éducation, parce on parle de centre d'hébergement où il y a quasiment autant de femmes que d'enfants. Et en fait, ces enfants, il faut les occuper. Donc, déjà, il y a l'idée de les faire survivre, de leur donner à manger, de les soigner quand ils traînent des maladies, etc. Mais ensuite, de pouvoir les occuper. En termes d'éducation, on a vraiment, pareil, plein de dispositifs différents qui vont être mis en place en fonction de comment la ville ou le village réagit. Donc, il y a des fois où, en fait, quand c'est notamment dans le sud-ouest et qu'on a des familles espagnoles déjà habitant dans le village, il peut y avoir des descendants d'Espagnols qui vont décider de venir faire classe dans le centre d'hébergement.
Sinon, il y a aussi des fois des réfugiés qui sont dans le centre d'hébergement, qui sont elles-mêmes déjà institutrices, etc., elles vont faire classe. Ou alors sinon, il y a les réfugiés, les enfants sont autorisés à aller dans les salles de classe du village. Alors soit on leur fait cours dans un moment différent, rien qu'à eux, à un temps un petit peu en dehors du temps de l'école, ou alors sinon ils sont mélangés dans les classes. Il y a vraiment plein de situations différentes, mais en fait les femmes, elles insistent tout de suite pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation et qu'elles puissent avoir des choses. La première des revendications, c'est d'avoir les journaux, de pouvoir lire, de pouvoir s'occuper. Elles demandent tout de suite, les premières demandes qui sont faites, notamment aux syndicats qui viennent rendre visite aux réfugiés, c'est donnez-nous des dictionnaires. En fait, donnez-nous de quoi apprendre le français. En fait, on a envie est-ce qu'on peut avoir la radio? On a envie de savoir comment ça se passe en Espagne, parce que la Catalogne se fait bombarder en janvier 39, mais en fait, la guerre d'Espagne, elle se termine officiellement en avril. Donc, on a, en fait, pendant 3 mois, en fait, elles veulent suivre un petit peu ce qui se passe dans le pays. Elles veulent pouvoir avoir accès aux courriers, etc. Donc, ça, c'est des revendications vraiment importantes qu'elles ont. Il y a aussi, elles ont envie de détourner un petit peu le cadre, donc on leur interdit au début de travailler. Mais pour autant, en fait, elles vont en faire qu'à leur tête. Et les Français, en fait, les habitants français vont aussi très vite utiliser cette manne de réfugiés espagnols qui n'a qu'une envie, c'est de s'occuper. Donc Rosa, justement, le raconte très bien quand elle est encore en centre d'hébergement. Et puis, j'ai compris le mot « travail ». Et j'ai pensé qu'elle voulait savoir mon métier. Et moi, j'ai pris ma jupe et j'ai fait comme ça. Bon, elle a compris que je savais coudre un peu. Et alors, le lendemain, elle est venue me chercher. Comme ils avaient 3 enfants, il y avait toujours quelque chose à faire dans la couture. On venait me chercher le matin, je mangeais le midi avec eux, et le soir, ils me ramenaient. C'est comme ça que les gens du village se sont aperçus que j'ai pas coupé les seins. Bah oui, parce que c'est ce qu'on reprochait aux anarchistes espagnols, qui étaient qualifiés de rouges sanguinaires. Et petit à petit, ils ont pris confiance. Et beaucoup de gens du village venaient chercher au refuge des femmes pour faire le ménage. Moi, j'ai eu la surveillante. Elle avait fait dire aux dames de la préfecture qu'il y avait une remailleuse au camp. Et alors, elle m'a amené débattre des dames de la préfecture pour que je les remaille. Et j'ai toujours eu de l'argent. Je suis sortie avec 1000 francs du camp. Disons que j'ai toujours travaillé dans le métier que j'avais avant d'y entrer. Du coup, les femmes, oui. Elles travaillent même si elles n'ont pas forcément le droit. Elles sortent aussi des centres d'hébergement. Hein. Au début, on leur interdit, on leur dit vous restez dans tel endroit, etc. Mais il y a beaucoup de témoignages de femmes qui, notamment en Bretagne, on les emmène voir la mer, etc. Donc ça, c'est toujours avec l'aide des Français, des habitants du coin qui vont les emmener faire un bal de village, etc. Donc et il y a des sorties, et puis après, il y a aussi des évasions. Hein. Clairement, on a des réfugiés espagnols qui vont vraiment décider de ne pas supporter en fait, cette tutelle administrative-là et qui vont s'évader, qui vont être prises ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser faire. Et ça va aller jusqu'à des révoltes ou un certain usage de la violence aussi, parce que elles sont un peu habituées quand même. Voilà, elles sont évidemment, on va pas parler, enfin les archives ne parlent pas de violence, ça va tout de suite être discrédité. On va parler de femmes hystériques, évidemment, hors du cadre normatif, etc., sous influence, alors qu'en fait elles expriment très bien pourquoi en fait elles se mettent en colère et pourquoi en fait elles font usage de violence. Maria notamment le raconte très bien. Mais ce qui nous est arrivé un jour, c'est qu'il y a un type qui rentre. Il a sauté par-dessus le mur. Il est rentré dans le pavillon où on dormait. On était au lit. Et une dame qui était du village de chez moi, qui était insomniaque, elle voit l'autre là et elle commence à crier. Mais alors ce cri, je l'ai toujours là. Hein. Ça commence à crier dans les autres pavillons. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais elle criait pareil. Et tout le monde est sorti dehors. Et donc tout le monde est sorti dehors. Et lui aussi mais on la tapait. Les femmes, les unes le tenaient, les autres elles cognaient avec des bâtons assez gros. Des bâtons énormes. On tapait partout, mais partout. Et les autres qui ne pouvaient pas cogner prenaient du gravier, le lançaient comme ça. Alors quand ils sont sortis, les responsables qui ont entendu tout ce bruit, ils ont appelé la police. Et de là, à l'hôpital. Et le lendemain dans la dépêche, méfiez-vous, n'allez pas vous frotter aux Espagnols. Donc elle se laisse faire. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla. Hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confédération. Et donc elles se laissent pas faire, et en plus elles ont des principes et des idées pour lesquelles elles dérogeront pas, et y compris dans les camps, alors même que les conditions sont quand même beaucoup plus dures, notamment au camp d'Argelès. À un moment donné, en fait, il va y avoir la rumeur et la réalité que les brigades internationales, donc les combattants qui viennent d'autres pays, qui ont appuyé en fait les républicains espagnols, allaient être envoyés en Algérie par mesure disciplinaire. Et en fait, à ce moment-là, quand il y a ce bruit-là qui court, en fait, c'est le camp des femmes qui se révolte en fait. Et c'est les premières, elles, les hommes ne bougent pas, les réfugiés espagnols ne bougent pas, les hommes, mais les femmes, elles, vont créer un bazar pas possible pour empêcher en fait le transfert de ces brigades internationales. Et c'est elles seules qui ont mené le combat, si vous voulez. Et pour d'autres raisons aussi, elles se font pas faire. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, notamment quand il y a les rapatriements forcés qui leur sont imposés. Là, à ce moment-là, elles se révoltent aussi. On va entendre Carmen et Antonia. Ils nous ont mis au train avec l'intention de nous passer en Espagne. Mais en arrivant à Bordeaux, les femmes plus âgées, elles commençaient à rouspéter. « Espagne, non! Espagne, non !» Le train est reparti et on est arrivé à Perpignan. Et là, elles ont commencé à nouveau. « Espagne, non! Espagne, non !» Alors que le train, il était là, à la frontière. Il y avait des femmes qui avaient des responsabilités quand même. Moi, j'étais jeune, je ne voulais pas y aller non plus. Je ne voulais pas y revenir avec Franco. Alors, au bout d'un moment, les femmes commençaient à descendre les valises. Il y a un militaire qui est venu, qui parle espagnol. Il nous a demandé. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller en camp de concentration au bord de la mer? Tout le monde a dit oui, bien sûr. Alors calmez-vous, ils viendront vous chercher. Et avec des camions, ils nous ont amenés à Saint-Cyprien. Les autorités, ils sont venus et ils ont dit qu'il fallait partir en Espagne, qu'il fallait partir avec Franco. Et nous, on a dit non. Ma sœur, qui était grande gueule, elle leur a dit que non, qu'ils n'avaient pas le droit, que patati, que patata. Ouh là 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 là. Ils l'ont menacé. Toi, t'es communiste. Et vous savez qu'il y avait un camp déjà où ils mettaient les femmes. Et là, ils lui ont dit que si elle continuait à parler comme ça, qu'on l'emmènerait quelque part où... Et heureusement, on avait avec nous une femme qu'on appelait Isabelle la Grande, je me rappelle. Aux bonhommes qui étaient des salauds qui s'occupaient de nous, elle leur a dit, elle leur a attrapé le col. Si jamais tu touches à cette petite, je te tue. Eh ben le mec, il a eu peur. Seulement, ils sont venus, ils nous ont enlevé les lits. Ils nous ont fait toutes les vacheries possibles. Ils nous ont enlevé les lits et ils nous ont porté de la paille. Voilà. Et donc, on arrive aussi à des actions un petit peu plus traditionnelles, mais qui sont quand même des actions politiques de base, où en fait, dans les centres d'hébergement, dans les camps de concentration, il va y avoir reconstitution des groupes, des cellules politiques. Donc, il y avait vraiment plein de petites idéologies politiques. Et donc, en fait, chacun se retrouvait ou s'engueulait, mais en tout cas, en fait, il y avait une vraie réémergence de la parole politique. On réanalyse en fait la défaite, on réanalyse tout le conflit, et même depuis des années et des années avant, en fait. Et donc, ça rappelle bien la forte politisation des femmes espagnoles, et qui viennent aussi dans certains camps, notamment à Rio Cross, où il n'y a pas que des Espagnols, en fait, se confronter avec les autres femmes d'Allemagne, de France, etc. Donc ça discute énormément, c'est quelque chose là. Et en fait, il y a l'idée aussi de profiter de ces espaces-là, qui sont des espaces où on est entre soi, pour se former. Que ça peut être sur des questions géopolitiques, mais aussi linguistiques, littéraires, etc. Mais il y a l'idée de continuer à être toujours en action politique, se remettre en lien, rediscuter, recréer des cellules pour
la suite, en fait, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera plus dans les camps, qu'est-ce qu'on va faire une fois que la guerre sera terminée. Et ça, Angelita, qui était au camp de Rio Cross, elle le raconte très bien. Le 30 avril 1941, nouveau coup de filet, on m'a arrêté de nouveau et on nous a internés au camp de Recebedú. C'était de l'internement administratif arbitraire. J'y suis restée très peu de temps. J'avais un problème d'identité. Mon père avait demandé la nationalité française, mais elle était refusée. Il y a donc eu ce dilemme avec ceux qui me détenaient de savoir si j'étais française ou si j'étais autre chose. Et j'étais apatride. Et puis les gendarmes sont arrivés à 5 heures du matin et m'ont amené au camp de Rio Cross, le 6 juin 1941. Ils n'expliquaient rien. La rumeur voulait que nous soyons des femmes de mauvaise vie, voleuses. J'aurais bien voulu qu'ils mettent pourquoi j'étais internée, mais il n'y avait pas de motif. En plus, il y avait une baraque où il y avait des sans-motifs, pour te dire s'ils poussaient le vice au loin. Les conditions d'hébergement au niveau matériel, c'était le pire qu'on puisse trouver. Je ne pense pas qu'on puisse le comparer avec les camps d'extermination en Allemagne, ceux dont je me défends ailleurs, mais c'était la nourriture qui était, comment dire, pas bonne. Châtaigne, rochâtaigne, et puis le froid. J'y ai vécu 2 hivers quand même. Des fois, je dis, ne le répétez pas, mais j'ai connu des moments d'affection, d'amitié qu'on ne connaît pas ailleurs. J'étais la petite à Rue Cross. J'étais dans la baraque des Françaises et elles étaient toutes communistes. Je me chamaillais d'ailleurs car elles vantaient le régime soviétique et moi je leur disais « Quand on sera libéré, vous partez en Union soviétique si vous voulez, mais moi, je reviens à Toulouse parce que moi, j'étais pas... » Bon, évidemment, j'avais cette tendance, j'avais épousé cet idéal, mais dans les limites du raisonnable, tu vois. Les petits garçons, les petits Espagnols, parce qu'il y avait des femmes, tu le sais d'ailleurs, avec leurs enfants. Et quand on allait aux corvées de bois, ils rompaient les branchettes, ils faisaient des broches, des boutons qu'ils faisaient vendre à monde. Et puis aussi, il y avait des activités culturelles, des pièces de théâtre, enfin un peu de tout, de toutes les baraques réunies. On peut croire que les Espagnols de cette époque-là étaient incultes, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, on avait des corvées de bois et certains allaient aux épluchures, mais par contre, j'étais avec des femmes qui avaient une certaine réputation niveau politique. J'étais entre autres avec la femme d'un député, Pauline Marty, qui m'avait prise sous son aile. On était quand même surveillés par la police nationale et les surveillants qui étaient pour la plupart des gens du cru. Il y avait des occasions, mais par exemple, le jour de la fête des mères, oui, on s'est manifesté quand même. Le jour de la fête de mères, l'administration nous a autorisés à chanter des berceuses. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Et à la fin, alors qu'ils avaient fait venir des gens de l'extérieur, on s'est mis à crier « Libérez les femmes! Libérez les mères! Libérez les mères !» Et là, ils se sont affolés, ils se sont dit « Attends, elles vont se révolter !» Les enfants de Rio Cross sont allés à l'école des mondes.
Pour nous, il y avait des cours de langue. Par exemple, celle qui avait un métier, n'importe lequel, l'enseignait aux autres. Moi, j'ai appris la sténographie. Il y avait des transmissions de savoirs de toutes sortes. Fernand de Valignac, qui était la chef politique, nous faisait des cours de littérature. J'ai appris mes classiques au camp, hein. D'ailleurs, je dis toujours que j'ai passé mon bac au camp. Et à un moment donné, on l'a soupçonné de donner des cours politiques et on lui a interdit l'enseignement du français. La volonté de chacune était déployée. Elle nous transmettait son savoir. Moi, je ne peux rien dire de négatif, ça a toujours été de très bonnes relations. Mais j'ai moins connu celles qu'on désignait comme les étrangères, qui étaient dans d'autres baraques, les Allemandes, les Polonaises. Ces étrangères dont on parle, beaucoup avaient fait la guerre d'Espagne et la plupart étaient juives. Et elles étaient vraiment de gauche, tu vois. Je me souviens de photos à rue Cross où on a simulé une noce avec des draps. On a maquillé la mariée en blanc et ça, on l'a fait au fond du camp. Il y avait un élargissement comme une petite esplanade et là, on a fait une photo qui simulait un mariage pour s'amuser. On faisait feu de tout bois. Tu sais qu'on avait de l'imagination et la volonté de survivre à tout. C'était une forme de résistance aussi, le côté moral. Le soir, on montait en haut du rocher et on prenait nos fameux bains de lune. Tu vois, on se mettait à poil et on prenait nos bains de lune parce qu'on ne pouvait pas prendre des bains de soleil. On arrivait à se soustraire à la surveillance, à les tromper un peu. En exil, les femmes, elles n'ont pas d'autre choix, finalement, que de se heurter au dispositif étatique coercitif, mais finalement, ça favorise l'émergence de contestations, ça renforce leurs idéaux, et surtout, ça leur donne des expériences de résistance collective et individuelle. Et du coup, par tous ces moyens d'agir, en fait, de s'opposer que les femmes nous ont montré, en fait, elles réaffirment par la parole et par le geste une puissance d'agir qui leur a toujours été déniée par les autorités françaises. Et à ce titre, et à mon sens, elles se positionnent en protagonistes politiques de premier ordre de l'exil des réfugiés espagnols sur le sol français. Merci. Lleno de gente, lupatos confort, donde no hay agua, ni cama, ni comida. En el invierno se está mucho mejor. Hay cola atroz de los retretes.